Bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir que je suis ici avec vous pour vous rencontrer, pour échanger un peu. Dans l'idéal, j'aurais aimé ça peut-être pouvoir venir vous rencontrer tout le monde individuellement, chacun dans vos organisations. Peut-être j'aurai l'occasion d'aller en voir certaines. Juste une petite présentation là, pour ceux peut-être qui me connaissent moins. Euh, Moi, je suis de formation à base comme biologiste. J'ai œuvré dans le fond pendant 10 ans là, comme biologiste avant de m'installer à l'Apocatière, là, où je suis maintenant enseignant en biologie au Cégep de l'Apocatière. J'ai notamment œuvré dans des organismes à but non lucratif en environnement. Donc, je peux connaître un peu la situation de ça, faire des demandes de subventions, aller chercher du financement, rendre des comptes. Là, j'ai travaillé au Conseil régional de l'environnement là, en Gaspésie, puis Éconature, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, là, dans le coin de Montréal. Euh, c'est sûr que mes priorités là, comme candidat, c'est des éléments qui me tiennent à cœur. Puis c'est aussi ce qui m'a amené là, à me présenter pour Québec solidaire parce que c'était le parti qui correspondait le plus à mes valeurs. Donc, c'est sûr que pour moi, l'environnement, c'est bien important. L'éducation, hein, maintenant que je suis enseignant puis que je suis père de 3 enfants. Mais aussi, Québec solidaire, aussi tout le volet là, de partage de richesses, contrer les inégalités. Euh, Au niveau aussi de l'équité, pour moi, c'est quelque chose qui est très important là, dans ma vie. Bon, ceci étant dit, maintenant, peut-être que vous voulez plus entendre parler de ce que j'ai à proposer que ma vie. Mais je vais prendre avec vos différents éléments. En fait, pour ce qui est de la crise du logement, de prime abord, je pense que au niveau de Québec solidaire, là, on était parmi les premiers peut-être à sonner la sonnette d'alarme là-dedans. Le gouvernement de la CAQ n'avait pas l'air bien au courant de cette crise de logement-là. Peut-être parce que dehors, c'est juste à Montréal, puis ils ont moins de votes à Montréal, mais ça se passe partout, sur tous les territoires. Même ici en région, là, on peut le sentir. Euh, donc, nous autres, c'est une priorité pour nous, là, et ça bien avant l'élection. Euh, Dans le fond, ce qu'on propose par rapport à ça, on veut construire davantage de logements sociaux. Euh, 50 000, donc 20, à peu près au moins 25 000 lors d'un premier mandat. Il y a eu sous-investissement par rapport à ça. Il faut agir pas seulement sur les logements sociaux, mais aussi afin d'offrir de l'hébergement qui est abordable. Les coûts montent. Dans la région, ça monte. Ça reste encore euh, abordable pour de moins en moins pour une tranche de la population, mais c'est pas aussi grave qu'en ville, sauf qu'on le subit quand même, puis c'est pas une raison pour ne pas agir là-dedans. Donc, à Québec solidaire, on veut aussi mettre en place la construction là, de maisons là, abordables, là, en fait, où il y a certains modèles où on peut avoir là, des terrains qui appartiennent à une communauté, qu'on peut construire là-dessus. Il y a certaines municipalités aussi qui travaillent pour eux être les promoteurs pour vendre des terrains moins chers que lorsque c'est des promoteurs privés. Donc, il y a de l'approche qu'on peut faire là, pour travailler avec ceux qui avancent là-dedans pour leur donner un coup de main. On veut aussi mettre en place un registre des loyers. Donc, pour éviter la hausse abusive des loyers, les gens ne savent pas nécessairement c'était quoi l'historique du prix des loyers. Il y a des trafications qui se font sur le bail de toutes sortes de manières. Là. J'ai moi-même déjà vécu ça avant d'être propriétaire, là, où on indique un prix plus élevé que ce qu'on paye réellement. Bon, donc, en ayant plus de transparence dans la gestion de ça, ça pourrait éviter justement qu'il y ait des hausses abusées. Aussi, au niveau de la. Je parlais beaucoup de construction neuve, mais souvent, il y a des bâtiments là, qui auraient peut-être juste besoin d'être retapés, remis à niveau pour pouvoir être disponibles rapidement là, dans nos communautés. Là. Je pense que vous pouvez en voir un peu partout là, sur votre territoire là, des endroits où on pourrait rapidement là, faire des logements là-dedans. Maintenant, pour la lutte à la pauvreté, l'égalité des chances, bon, c'est sûr que nous, à Québec solidaire, c'est dans notre ADN, là, le partage de la richesse, meilleur partage de la richesse, inclusion, équité, c'est des éléments, là, des valeurs fortes de Québec solidaire qui me tiennent à cœur également. Donc, c'est sûr on a plusieurs mesures. Là, je ne nommerai pas toutes, mais j'ai pris que je trouvais peut-être plus intéressantes. Là, un régime de retraite public et universel. Donc, il y a bien des gens qui n'ont pas accès à un régime de retraite, qui doivent y aller de façon individuelle. Puis, ils n'ont pas toujours nécessairement l'argent disponible là-dedans. Ils sont tout seuls à cotiser. Il n'y a pas d'employeur. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un organisme où l'employeur cotise aussi. Donc, on veut pallier à ça. D'ailleurs, il y a plusieurs pays semblables au Québec et au Canada là, qui mettent de l'avant là, des mesures semblables.
Euh, Dans ce régime-là, on a aussi la notion là, de pension minimale. Donc, ça permet de prendre en considération le travail qui est non rémunéré. OK? Souvent, s'il y a un des deux conjoints, ça donne que c'est souvent la femme qui va rester, par exemple, à la maison pour s'occuper des enfants ou quelqu'un qui, pour des raisons personnelles ou autres, va moins travailler pour être plus disponible, donc prendre soin de ses parents ou quoi que ce soit. Bien, il ne travaille pas pendant ce moment-là, puis il ne cotise pas un fonds de pension, puis il peut être pénalisé en bout de ligne. Donc, ça serait inclus là, aussi dans le régime. Bien sûr, on propose de hausser le salaire minimum à 18 de l'heure. Et ça, ben, peut-être que vous travaillez dans les organismes communautaires, ah mon Dieu, comment on va faire pour absorber ça? Mais c'est sûr que Québec solidaire a pensé à ça. Donc, pour les petites PME et les organismes communautaires, il va y avoir aussi là, du financement supplémentaire là, pour absorber cette hausse-là de salaire minimum. Bonification de l'aide sociale, permettre une vie décente. On veut aussi mettre en place un projet pilote pour un programme de revenu minimum garanti. Bien, au niveau de l'inflation élevée, c'est sûr qu'il y a plusieurs coûts qui augmentent partout, là, ça c'est certain. Que nous, ce qu'on propose, ce n'est pas juste des petites réductions d'impôts là, ici et là qui sont les mêmes pour tout le monde, les gens fortunés ou les moins fortunés. Bon, on a proposé entre autres de congés de TVQ pour plusieurs biens essentiels, une mesure temporaire, donc qui pourrait rapporter au-dessus de 1 000 pour chacune des familles. Aussi, on propose plusieurs de nos mesures proposent des baisses de dépenses à certains endroits. Ce qu'on peut parler à l'assurance dentaire, on peut penser aussi à l'assurance médicaments plus universelle, donc qui fait qu'on paye très cher les médicaments. Même chose avec Pharma Québec. Donc, on a plusieurs mesures là, qui permettent là, de réduire des coûts là, pour l'État, mais pour permettre d'investir ailleurs, mais réduire les coûts aussi pour les citoyens en offrant plus de services. Ça nous touche moins ici, mais quand même, hein, pour du transport collectif, là, on veut le développer davantage, mais on veut aussi réduire les coûts par rapport à ça. Donc, souvent, les gens qui prennent le transport collectif, c'est pour peut-être des raisons écologiques, mais des fois aussi pour des raisons économiques. Donc, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Pour ce qui est des disparités hommes-femmes, ben, Québec solidaire est un parti féministe. Donc, c'est à même le parti de plein de façons, ça se répercute là-dedans. Donc, on veut élargir la portée de la loi sur l'équité salariale. Donc, maintenant, ça s'est appliqué beaucoup au domaine de l'État, mais il reste encore du chemin à faire. Là-dessus, on s'est amélioré, mais il y a encore des iniquités là, entre des formations qui sont souvent occupées majoritairement par des femmes où les salaires sont encore plus bas là, comparativement au même genre de travail pour les hommes. On veut aussi augmenter les salaires justement dans les domaines à prédominance féminine. Québec solidaire propose aussi la création d'un ministère femmes et égalité des genres, donc quelque chose de nouveau, prendre ça en considération davantage. Pour ce qui est du changement climatique, donc c'est sûr que nous autres, comme proposition, ben, Québec solidaire, encore là, ça c'est dans nos priorités, là, lutter contre les changements climatiques. Puis on peut le faire de plein de façons. Puis entre autres, dans la région, comment on voit ça? On parle beaucoup de transport, mais le transport, c'est pas juste en ville ici. Le transport, il est presque inexistant. Il faut le développer, il faut augmenter l'offre. Dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est une baisse d'offre de transport. Donc, si on veut avoir une alternative à l'auto, il faut le créer. Donc, au niveau du transport interurbain, on veut que ce soit une société d'État qui s'occupe de ça parce que le privé fait ça à perte et ils ne veulent pas le faire pour augmenter la desserte, plus d'arrêts, plus de départs. Baisser les coûts. Le transport collectif, transport adapté, c'est beaucoup géré par les communautés et le financement est quand même assez limité là-dedans et pas toujours adapté là, aux caractéristiques d'une région comme la nôtre, là, qui est une faible densité de population, un grand territoire à couvrir. Donc, on veut davantage aider ces associations-là là, qui le font déjà, ou MRC, là, qui le font déjà très bien sur le territoire. Il faut rappeler que le transport en commun aussi comme ça, c'est souvent des personnes qui sont plus vulnérables qui vont servir de ça, ou une population qui est vieillissante pour aller des rendez-vous médicaux. Donc, c'est quand même un service là, qui doit être, tant qu'à moi, qui doit être rendu à la population là, pour son bien-être également. Ce n'est pas juste une question d'environnement. On est contre le troisième lien. On veut plus favoriser justement du transport interurbain, mettre l'argent ailleurs, entre autres dans les services publics. Là, on propose plein des éléments, donc on veut mettre de l'argent plus là-dedans que dans de l'asphalte. Donc, on veut aussi favoriser la voiture électrique avec des bonus par rapport à ça lorsqu'on achète des voitures électriques et des malus pour les gros véhicules qui sont plus polluants. Surtout, voilà, donc pour favoriser un bord et l'autre.
On nous oppose aussi à tous les nouveaux projets d'exploitation là, des hydrocarbures, projet GNL Québec. D'ailleurs, si vous allez voir dans la plateforme de certains partis, dans la section environnement, ils proposent des projets de développement d'hydrocarbures. Tant qu'à moi, c'est un non-sens, ça n'a pas rapport. On n'a plus besoin de ça. Il faut changer d'air, il faut aller vers des énergies renouvelables, il faut investir ailleurs. On a mis beaucoup d'argent là-dedans. Maintenant, c'est temps de mettre de l'argent ailleurs. On veut aussi développer les pistes cyclables, le transport actif. Donc, on le voit dans les municipalités lorsqu'on fait, c'est pas nécessairement des gros projets. J'ai un exemple à la Pocatière, ils ont refait la 230 pour allier deux secteurs. Là, je sais que ce n'est pas dans votre coin, mais moi, j'habite à la Pocatière, fait que je le vois bien. Pour allier deux secteurs de la ville. Ouais, non, deux secteurs de la ville, j'allais vous installer à côté, justement. Ils ont fait une nouvelle piste cyclable piéton. Les gens l'utilisent. Avant, c'était en gravelle sur le bord, c'était dangereux. Là, les gens utilisent ça. Il en faut davantage de ça. Circuit court en agriculture aussi. Donc, on veut que la production locale, à petite échelle, pour nourrir nos familles, nourrir le monde, soutenir les marchés publics. Donc, on l'a vu avec la pandémie, on est dans une logique qui était beaucoup industrielle, d'exportation, d'importation. Je pense que les aliments n'ont pas besoin de parcourir 500 km pour qu'on les mange aussi. Ça va permettre des aliments plus sains. Ça va aider nos communautés. Puis ça va nous permettre de créer des liens entre les gens qui produisent la nourriture, ceux qui la transforment, ceux qui la mangent. Bon, en terminant, au niveau des financements des organismes communautaires, ben, nous, à Québec solidaire, on trouve que vous faites un travail extraordinaire avec des moyens très limités, avec plein de contraintes qui viennent du gouvernement. Donc, nous, on pense que vous devriez avoir plus. Je pense la même chose, avoir travaillé là-dedans, que ça faut augmenter le financement à la mission. Donc, on vous donne plus de financement au départ. Vous êtes les experts dans le domaine. On vous laisse faire votre travail. Vous le faites très bien. Vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. Vous êtes là pour une cause qui vous tient à cœur. Vous êtes compétent là-dedans. Je ne vois pas pourquoi on ferait des programmes, puis on vous demande des redditions de comptes à pu finir. Là. Ça, c'est tout le monde qui me dit ça. Donc, c'est dans notre programme. Puis, voilà, c'est ça. Donc, parler de pénurie, je pense, de main-d'œuvre aussi, mais... C'est surtout, quand on parle du financement des organismes communautaires, on reçoit un montant X, puis après ça, il y a un taux d'inflation de 8 ou 9 %. Puis là, ben, tu ne peux pas augmenter tes prix, là, tu ne charges rien, c'est que là, tu es obligé de couper les services. C'est que ces prix, dans le financement, ça devrait être indexé au moins au coût de la vie, tous les organismes communautaires. Oui, puis en plus, ben, quand hausse tous des coûts comme ça, puis que vous n'avez pas des subventions supplémentaires, comment vous lui offrez des salaires qui suivent la hausse qu'on retrouve partout ailleurs? Donc, vous avez la misère à recruter du monde, à garder ces gens-là. Donc, il faut hausser votre financement pour vous permettre justement de garder les gens qui font un travail exceptionnel avec vous. Là. Malheureusement, vous vous retrouvez en compétition avec le secteur privé qui, eux, n'hésitent pas à payer plus même le gouvernement, si on hausse d'un bord au gouvernement, puis ça vous vole tout pour vos employés, c'est pas mieux si... faut pas vous oublier. C'est ça. On passerait maintenant, on va commencer tout de suite avec une question par Zoom. Vas-y, Saïda. Donc, c'est une question de Manon Leclerc de l'ABC des Hauts-Plateaux, organisme en lutte au décrochage scolaire et en alphabétisation. Votre parti promet d'augmenter notre enveloppe à la mission à un niveau suffisant, point d'interrogation. Comment vous y prendrez-vous pour faire le calcul du suffisant? C'est effectivement une très bonne question. J'imagine qu'on peut toujours en avoir plus, on peut toujours en faire plus. C'est sûr que pour déjà en partant, en augmentant davantage, ça va être une première étape. Jusqu'où on va aller, jusqu'où on va faire, bien, je pense qu'il va falloir que aussi les organismes démontrent qu'est-ce qu'ils ont de besoin, qu'ils nous fassent preuve de les besoins qu'ils ont, c'est quoi dans leur milieu. Je pense que vous avez cette information-là, vous êtes capable de la fournir. Jusqu'où ça va aller, bien, c'est sûr que je pourrais bien vous promettre que ça va être le maximum que vous voulez avoir, mais il faut partager ça entre tout le monde. Donc, on veut au moins que ça augmente plus que maintenant. Là. Est-ce que ça a été chiffré? Il y a des demandes qui sont faites traditionnellement par le milieu communautaire. Est-ce que ça a été chiffré par Québec solidaire, de dire... Pour le moment, parce on sort les trucs au fur et à mesure, là, puis au niveau de ces engagements-là, c'est pas quelque chose qui est encore détaillé, là, c'est à venir, là, à ma connaissance. Il y a pas mal de stock, mais ça va venir parce que tout est chiffré dans nos propositions. Puis, celle-là, je ne l'ai pas vu passer encore, donc ça doit s'en venir. Là. On est quand même peut-être au tiers de la campagne. OK. Bon, bonjour. Christian Dubé de l'Association pour la défense des droits sociaux du Kamouraska. J'aimerais juste, dans le fond, vous entendre un peu sur ce que vous prévoyez faire pour les assistés sociaux qui gagnent présentement à la base 708 $ par mois, ce qui est pratiquement pas vivable quand tu as un loyer, mettons, à 500 $, 200 pour le reste de tes besoins. Donc, c'est ça, j'aimerais...
Oui, effectivement. Ben, dans notre plateforme, justement, on propose d'augmenter le montant qui est accordé pour l'aide sociale, qui est insuffisant et qui est coupé de toutes sortes de façons, là, où que les gens sur l'aide sociale doivent se battre pour démontrer qu'ils ont droit à leur financement. Moi, ça me frappe souvent quand on parle de salaire minimum, on dit le salaire minimum n'est même pas assez élevé pour pouvoir que les gens ne soient pas considérés sous le seuil de la pauvreté quand ils travaillent à temps plein au salaire minimum. Quand ce qui est question des gens sur l'aide sociale, c'est encore pire, là. Donc, aussi, quand on parle de mettre en place là, un programme là, pour avoir, comment on l'appelle celle-là? Ouais, revenu minimum garanti, je pense qu'à ce moment-là, ça serait vraiment une option, moi, que je trouve qui serait vraiment très bonne parce que, oui, tu as des gens qui ne sont pas du tout peut-être capables de travailler. Par contre, il y en a d'autres qui sont peut-être capables de faire une portion de travail, puis là, sont pénalisés dans leur aide sociale à ce moment-là. Ça n'a pas de bon sens parce que le travail aussi, c'est une façon de se valoriser, c'est une façon de rencontrer des gens, de socialiser. Donc, il ne faudrait pas que ça soit pénalisé. Puis avec le revenu minimum garanti, ça permettrait là, d'améliorer ça, mais il faudrait hausser pas mal ce niveau-là là, en partant. Là. Bonjour. Moi, c'est Maxence Ferland. Je suis intervenant à la Traversée Organisation Kamouraskoise en santé mentale à la Pocatière. Donc, dans le fond, nous, on a été un bon moment sur un comité qui était un comité de transport. Donc, le but du comité, c'était de rehausser justement l'offre du transport. Puis, pour être franc, les solutions étaient assez faibles. On s'entend que c'était un comité qui était très difficile à offrir des solutions et tout ça. Comment vous pensez qu'on pourrait augmenter cette offre-là du transport dans la région, dans le fond, au lieu d'être dans les villes? Oui, bien, le transport, effectivement, j'allais rencontrer un peu les organismes des MRC qui s'occupent les transports d'actifs, le transport collectif, puis c'est vraiment pas facile. C'est facile de dire on augmente l'offre, là. Mais dans les faits, bon, oui, il y a une question de financement, mais il y a une question aussi de comment que le territoire est fait. Puis, dans le fond, le transport collectif, il est comme fait en lien avec le transport adapté, avec les mêmes ressources. Des fois, fait que ça limite un peu l'offre. Et souvent, c'est pas connu. Ça doit être diffusé. Donc, on parlait peut-être à un moment donné aussi de faire une espèce de taxi communautaire, où il y aurait des initiatives qu'on pourrait faire où des gens qui ont du temps à donner pourraient faire ça. Là, ils ont changé la loi sur les taxis, là, entre autres avec l'arrivée d'Uber, là, mais on pourrait penser à une espèce de projet là, comme ça où les gens sont disponibles pour donner, offrir du service de taxi, être payé pour ça, rémunéré. Puis c'est sûr que lorsque les organismes de transport, ici, ils essayent de développer selon les besoins, les demandes, mais c'est vraiment pas facile. Puis là, avec toute la hausse des prix aussi, avec l'électrification des transports, il faut soutenir ces organismes-là. Ils le font parce qu'ils ont vraiment... Ils le font parce que ça leur tient à cœur, mais ils le font avec des pinottes. Ils travaillent très fort pour ça, donc. Bonjour, Marie-Pierre Brault de la Fondation André Côté. On dessert la population du Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnay et Sainte-Louise en offrant des services gratuits. Cancer, maladies incurables, fin de vie, ainsi que les proches aidants. Québec solidaire se situe où à ce niveau-là? Parce que j'ai rien entendu tant au niveau pour les proches aidants, pour les gens qui sont atteints de maladies incurables, peu importe la phase de maladie, les gens atteints de cancer, qui ne sont pas capables d'avoir des services dans notre région, qui doivent se déplacer. Et de là revient la problématique de transport encore une fois. Je me questionne où vous vous positionnez à ce niveau-là. Oui, bien justement, on a fait de l'annonce justement pour favoriser faire davantage d'aide à domicile. Donc, on a... bon, il y a beaucoup de montants qui sont annoncés. Là, des fois, je vais reprendre des chiffres par cœur, mais c'était au-dessus de à peu près 1,1 milliard, là, dont 700 quelques millions pour l'aide à domicile. Donc, on a une population qui est vieillissante et il faut... C'est ça. Puis, l'autre partie, c'est pour aider les proches aidants, mais bon, j'y arrive. Fait que dans le fond, on a une population qui est vieillissante, puis les gens, quand on les questionne à ce moment-là, eux autres, ils veulent rester le plus longtemps possible chez eux, mais ça prend des services, surtout quand ils commencent à être malades.
Et là, ben, avec la pandémie, ils ont vu qu'ils ne veulent pas aller dans les CHSLD ou dans des résidences pour personnes âgées, à moins qu'il y ait vraiment, vraiment plus le choix. Puis souvent, ben, les proches aidants, c'est génial pour la société parce que ça ne coûte rien. Mais pourtant, c'est pas vrai que ça ne nous coûte rien parce que ces personnes-là, ils vont mettre de leur santé, de leur temps. Des fois, ils ne vont même pas s'absenter du travail par rapport à ça. Donc oui, on a des 380 millions pour soutenir les proches aidants et 750 millions additionnels là, pour l'aide à domicile. Et nous, ce qu'on croit beaucoup, c'est que les CLSC ont été délaissés. Les CLSC sont partout sur le territoire. Ça devrait être justement des services publics qui vont aller aider, pas le plus privé, pour l'aide à domicile. Partant des CLSC, ça fait partie du mandat un peu de services communautaires de prévention là, qu'on avait créé au départ, les CLSC. Puis pour ce que je voulais rajouter aussi, là, une autre mesure qu'on a proposée, c'est d'avoir des congés, là, je pense que c'est 10 congés de plus pour les obligations familiales. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral. J'avais 5 jours pour obligations familiales. Je peux vous dire, quand j'avais des jeunes enfants, là, que ça partait assez vite, ces congés-là. Donc, on veut offrir ces congés-là. Puis là, c'est pas pour. Dans ce temps, c'est même pas pour te reposer, là, c'est pour t'occuper d'un enfant malade que tu n'as pas dormi de la nuit, mais également aussi, ça peut s'appliquer pour les personnes, ceux qui s'occupent de leurs parents qui sont âgés et qui ont besoin d'aller à des rendez-vous médicaux pour mieux comprendre. Donc, ça fait partie là, des propositions. Et pour faire du pouce là-dessus, je me questionnais aussi au niveau des résidences pour personnes âgées. Sur le territoire du Kamouraska, on a 2 CHSLD, donc un à Saint-Pacôme, un à Saint-Alexandre. Dans chacun, il y a un seul lit pour les gens en fin de vie. Fait que si la personne elle reste 3 mois, ben il faut attendre malheureusement qu'elle décède pour qu'un autre puisse recevoir des services. Et il y a de plus en plus de résidences privées qui ferment sur notre territoire. Tant dans la Côte-du-Sud que dans le secteur de Kamouraska, peu importe. Est-ce qu'il y a des solutions? Pardon, juste parler plus proche du micro. Oui, excusez. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées pour les résidences privées? Parce que les propriétaires, ça a comme sorti aussi pendant la pandémie, du fait à ce qu'ils n'étaient plus capables de répondre aux besoins. Il y a de moins en moins de préposés. On adore les proches aidants, effectivement. Nous, on a une quinzaine de bénévoles à la Fondation André Côté qui font la job des proches aidants, mais qui n'ont pas la reconnaissance de proches aidants parce que ce sont des bénévoles qui sont refusés dans des résidences. Donc, c'est comme un grand casse-tête qui manque beaucoup, beaucoup de morceaux. Donc, je me demandais où est-ce que vous positionnez par rapport à ça. Merci. Oui, mais merci. C'est pas au fait de toutes les situations complètement, mais j'écoute ça et ça m'interpelle. Donc, je retiens ça. J'ai vu qu'il y a quand même eu une certaine perte là, au niveau des CHSLD là, dans la région là, les dernières années. Mais de façon générale, à Québec solidaire, on trouve que dans les résidences privées, c'est pas l'idéal. Là. Donc, nous, on est plus davantage pour investir dans davantage d'offres au niveau du public. Entre autres aussi, là, on veut aller chercher, augmenter dans le fond améliorer les conditions de travail aussi des préposés puis des infirmières, donc pour qu'ils arrêtent de s'en aller au privé ou on soit poignés pour utiliser des agences de placement. Donc, je pense qu'à ce moment-là aussi, on veut créer un réseau là, qui est plus adéquat. Je sauve justement sur ce que ma collègue a parlé récemment de la Fondation André Côté. Concernant les soins à domicile, évidemment, nous, on a plusieurs volets là, qui touchent les soins à domicile. Vous savez que la pandémie, là, qu'est-ce que ça a fait? On s'est rendu compte assez rapidement que les CHSLD et les RPA ne suffisaient pas à la tâche, malheureusement. Ce qu'on souhaite, nous, à la QDR, c'est le maintien des services à domicile. Donc, évidemment, il y a toute une panoplie de demandes qu'on a fait par rapport à ça, mais je tiens quand même à vous informer du CIAD. Je ne sais pas si vous connaissez cette abréviation-là, qui est dans le fait tout simplement des soins intensifs à domicile. Ça, c'est pour aider les aînés, mettons, en soins palliatifs ou tout simplement en gériatrie à la domicile. Donc, vous l'avez dit tantôt, par le CLSC, il y avait une entente qui a été faite en 2019 avec l'Association des omnipraticiens du Québec et les CIUS pour donner ce service-là. Donc, on parlait à ce moment-là d'infirmiers qui se déplaçaient à domicile et des médecins aussi pour éviter justement ces gens-là de se déplacer. Donc, on espérait avec ça réduire de 60 à 65 % les hospitalisations là, au niveau des aînés. Donc, cette mesure-là, on l'attend toujours. On est en 2022. Ça a été entendu en 2019.
On aimerait que quelqu'un soit porteur de cette idée-là. La CAQ ne semble pas avoir bougé là-dedans. Concernant maintenant les revenus des aînés, vous savez qu'on forme les aînés, près de 25% de ces gens-là sont sous le seuil de pauvreté. Donc, on voit la situation, comment ça se passe actuellement. Je sens vous remettre une paire de bas troués avec des sous dedans pour vous montrer un peu ce que vivent les aînés actuellement. Je tiens aussi juste à réitérer, un de vos prédécesseurs était soucieux un petit peu de la démographie. Dans nos 2 MRC, on descend chaque année. Juste pour faire un parallèle avec nos aînés qui, justement, se retrouvent seuls à la maison, les proches aidants, je pense qu'on les a épuisés là, dans les 2 dernières années. C'est drôle, mais comme tous les enfants ont quitté la région pour aller étudier à Québec, ils ne sont pas revenus. Peut-être vous allez vivre la même situation que vos 3 enfants. Donc, simplement pour vous dire que ces mesures-là, ça a un effet systémique. Quand on n'est pas capable de conserver ces jeunes dans notre région parce qu'il n'y a rien d'attractif pour eux, il n'y a pas de campus universitaire, ils sont obligés d'aller à l'extérieur, et puis que ces gens-là quittent et ne reviennent plus, bien évidemment, c'est les aînés qui se retrouvent seuls à la maison, qui n'ont pas de ressources, etc. C'est juste pour vous dire que c'est systémique. Tout cet amalgame de manquements-là fait en sorte que ça se reproduit chez nos aînés avec des carences incroyables. Donc, si on veut penser à l'avenir, là, on a parlé du campus ITA, entre autres, là, qui va se passer à Rimouski. C'était une belle occasion d'avoir quelque chose d'universitaire dans notre région pour être plus attractif au niveau des jeunes. Bien, il faut penser à ça peut-être pour l'avenir aussi. Merci. Merci. Je te laisse répondre. Oui, il y avait plusieurs éléments là-dedans. C'est un bon portrait de la situation. Puis effectivement, la démographie nous montre qu'on a une population vieillissante. Puis ça amène beaucoup de défis auxquels il faut faire face. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut travailler fortement là-dessus. On en a des mesures. Comment ça va s'appliquer plus localement? Bien là, ça sera mon rôle comme député, si je suis élu, là, de travailler avec les différentes organisations là, pour avancer là-dedans. Là. Mais c'est certain que d'aider les proches aidants, ça l'aide tout le monde. Puis, quand il y en a, effectivement. Puis, je réitère, là, les soins à domicile, c'est vraiment important. C'est tout un volet aussi de prévention. Là. Ce qu'il faut éviter, c'est que, souvent, ce qui arrive, c'est que les aînés ne sont pas nécessairement soutenus, puis après ça, il y a un incident où là, ils sont malades, puis là, ils arrivent à l'urgence, puis là, ils sont pris en charge, mais il faut les prendre en charge bien avant ça, il faut intervenir bien avant ça. Là. Oui, bonjour, Yann Chartrand, Terre à Terre Solutions écologiques, un organisme en environnement qui agit dans Montmagny-Lillet depuis 2008. Je ne vous apprendrai rien sur la nécessité de travailler vers les causes environnementales. Puis, ce que je vous invite, dans le fond, c'est à miser sur le travail terrain de sensibilisation, parce que autant pour l'environnement, l'éco-citoyenneté, la justice sociale, en fait, plus les gens en entendent parler, plus ils vont y croire, plus ils vont voter pour ces solutions-là. Donc, je pense que il y a vraiment un travail terrain à faire. Et s'appuyer sur les organismes qui sont sur le terrain, c'est vraiment la clé. Donc, je vous invite à rester attentif au débat autour du financement à la mission des organismes qui œuvrent dans ces secteurs-là. Donc, si on veut faire des changements au niveau de l'environnement, ça passe beaucoup par l'éducation, ça passe beaucoup par les jeunes. Puis là, il ne faut pas juste dire c'est l'urgence climatique, c'est la crise, là, ça décourage les gens, mais je pense que c'est vraiment quand ils sont dans l'action, quand ils font des actions, qui se rendent compte qu'ils peuvent en faire. Là, tantôt, on était au verger Évolution, du Semoir à Sainte-Louise. Puis ça, c'est un bel exemple de projet là, où justement les jeunes des écoles viennent planter des parcelles où il y avait, on était là, au moment qu'on était là, il y avait des jeunes en réinsertion sociale aussi, là, du Carrefour Jeunesse Emploi qui étaient là. Donc ça, c'est des projets où ils sont concrètement en train de faire des actions. Puis après ça, il faut si on dit aux jeunes qu'il faut protéger la nature, il faut aussi qu'ils soient en contact avec la nature. Donc, il faut qu'on leur permette d'avoir accès à des milieux naturels, qu'ils puissent aller avec des sorties scolaires, puis qu'ils puissent dire « Wow, c'est beau, j'ai envie de le protéger. » Et non, il y a un arbre, je le casse. Là, donc, c'est sûr que moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur et que je pense qu'il faut faire davantage. Une autre question en présentiel? Bonjour, Christine Talbot du Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet. Là, je suis sur le bout des pieds. C'est comme ça. OK. Quelle est votre opinion ou la ligne de parti concernant le décrochage scolaire, surtout dans la région, qui est quand même criant,
Il y a eu des pics pendant la pandémie, puis ça, pour nous, les Carrefour Jeunesse Emploi, partout au Québec, c'est alarmant, là. Bien, c'est sûr qu'on est très préoccupé par le décrochage scolaire. Comme je vous dis d'emblée, c'est un sujet qui m'interpelle plus personnellement. Je pense que l'école, faut voir ça bien au-delà d'un endroit pour s'occuper des enfants pendant que les parents vont travailler. Donc, l'école aussi, pour que les jeunes s'accrochent, surtout ceux qui ont plus de difficultés, ça prend de l'aide dans certains cas. Il y en a qui ont des difficultés et il n'y a pas nécessairement d'équité par rapport territorial par rapport au service d'aide. Là. Dès le primaire, là, ça commence là, au départ, même des fois, ça aurait dû commencer avant le primaire. Là. Donc, les ressources sont assez limitées. Là. Ils sont très peu disponibles parce que ça prend un certain nombre de populations, un nombre d'élèves, mais concrètement, il y a des milieux qui ont plus de besoins. Ça devrait être pris en considération pour qu'il y en ait plus. Même si c'est une petite école, bien, qu'on ait quand même accès à des travailleurs sociaux ou des éducateurs spécialisés ou des gens qui vont vous donner un coup de main là, par rapport à ça. Quand on décide d'être parent, là, on n'a pas fait un bac de 4 ans là, pour être bon dans tous les problèmes que notre enfant va avoir. Là. On a beau l'aimer, là, mais des fois, on a besoin d'aide aussi là, dans certaines situations. Puis un autre élément pour au niveau du décrochage scolaire, dans les plus grandes villes, il y a des programmes là, sportifs ici et ça. Puis bon, il se fait un peu une sélection entre les écoles. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Puis ça coûte cher. Là. Je suis là-dedans, mes enfants, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Puis je suis capable de le payer, mais je trouve que c'est beaucoup d'argent. Moi, je me décide de mettre l'argent là-dedans, mais je peux comprendre qu'il y a bien des parents qui n'ont pas accès à ça. Puis moi, je vois l'effet de l'intégration du jeune à l'école, la fierté d'être là, puis s'il ne réussit pas à l'école, mais qu'il réussit dans le sport ou dans la musique, ça lui permet de rester accroché. Donc ça, c'est, tant qu'à moi, c'est Québec solidaire veut instaurer la gratuité scolaire. On parle même de primaire, secondaire. Là. Il y a tous les effets personnels aussi que les parents doivent payer. Donc ça, je pense que ça peut aider là, dans les milieux défavorisés où il y a plus de décrochage scolaire là, souvent par rapport à ça. Merci. Le temps tire à sa fin. Je te laisserai conclure. Bien, je veux vous remercier pour votre immense travail que vous faites. Puis, même, je trouve qu'on a des bonnes propositions ici à Québec solidaire. J'étais un peu stressé de vous rencontrer parce que c'est vraiment touché à tellement de sujets variés. Là, c'est incroyable. Puis, je vais être très humble avec vous. Je fais la campagne. Il y a des sujets que je maîtrise mieux que d'autres, mais je peux être sûr que si je suis candidat, moi, ma façon de travailler, c'est d'être collaborateur. Puis je pense que les organismes communautaires, les organismes du milieu doivent être les premiers collaborateurs si on veut avancer des dossiers. Là, c'est vraiment vous autres qui connaissez vos sujets, qui savent ça. Il faut avoir une meilleure écoute de ce que vous dites, de ce que vous avez besoin. Pas d'arriver avec des programmes gouvernementaux là, qui pensent que parce qu'ils ont consulté 2-3 personnes que ça s'applique ici dans la région. Donc, moi, c'est comme ça que je m'engage à travailler avec vous si jamais je suis élu. Merci Guillaume Dufour de Québec solidaire. Merci Pierre Jobin, ça fut un plaisir de te revoir. Bien, merci. Ça fait plaisir.